Je vous présente sans attendre notre conférencier, Dimitri Courant. Dimitri est doctorant en sciences politiques à l'Université de Lausanne et à l'Université de Paris 8. Il réalise sa thèse dans une approche de sociologie politique sur les usages démocratiques du tirage au sort au XXIe siècle. Donc, Dimitri s'est spécialisé sur le tirage au sort. Il va vous parler des assemblées citoyennes tirées au sort qui ont déjà été expérimentées dans les pays Islande, Canada, Irlande et Belgique. Donc ce sont non pas des explications théoriques que vous allez avoir aujourd'hui, mais des expériences vécues, réussies ou pas, et on va voir pourquoi, et on va voir de quelle façon ces assemblées citoyennes, alors attention, il s'agit non pas de jurys citoyens en général, mais de quelque chose de très précis, qui sont les assemblées citoyennes tirées au sort, dans l'objectif d'une révision constitutionnelle. Allô? Je te passe le micro, Dimitri, et je te laisse la parole pour une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure de conférence, à la suite de quoi on fera circuler le micro pour les questions-réponses. Ok, bonjour à tous. Merci beaucoup à Jury Citoyen et à Nuit debout de m'avoir invité. Donc c'est la troisième conférence que je donne à Nuit debout. Il y avait eu un premier panel avec 6 intervenants, j'étais l'un d'eux, sur le film Demain autour des alternatives de demain, donc une personne pour l'agriculture, une personne pour l'éducation. Et donc moi j'intervenais pour parler des initiatives qui sont montrées dans le film Demain autour donc de l'engagement citoyen par tirage au sort dans les assemblées. Et j'en avais fait une autre au pied de la statue, donc c'était en avril, avec la commission éducation populaire, où j'avais fait un qui s'appelait de l'insurrection à la Constitution, le tirage au sort est-il l'avenir de la démocratie, où on essayait de voir ce que pouvait donner le potentiel démocratique du tirage au sort à travers des exemples concrets. Voilà, donc une chose, une petite précision qui a été mentionnée, mais qui est très importante. Je ne fais pas de philosophie politique abstraite sur ce qui pourrait, ce qui devrait, etc. Ça vient vraiment dans un temps très très secondaire, après avoir fait de la sociologie politique, c'est-à-dire après avoir étudié ce qui se passe vraiment, et ce qui s'est vraiment passé. J'étudie des faits, pas des abstractions futuristes et utopistes, même si elles ont leurs intérêts, même si elles ont leur place et leur légitimité, mais moi c'est pas ce que je fais. Donc aujourd'hui on va essayer de nous concentrer sur le 21e siècle précisément, mais avant ça, petit rappel très rapide de l'historique. Le tirage au sort comme étant un outil de sélection des délibérants est inventé en même temps que la démocratie à la période athénienne au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et continue pendant tout l'âge d'or de ce système politique. Il va ensuite être réutilisé, mais très minoritairement et pour des usages moins démocratiques à Rome, puis bien plus longtemps après, vers le haut Moyen-Âge, début de la Renaissance, dans les républiques italiennes, notamment Sienne, Florence et Venise. Mais c'est pas vraiment un usage démocratique, c'est davantage un usage de résolution de conflits entre des grandes familles aristocratiques. Puis il y a une disparition assez longue. Il y a aussi quelques expériences en Espagne dans la couronne d'Aragon, à peu près la même période, mais c'est à nouveau quelque chose qui n'a pas une portée démocratique comme c'était le cas à Athènes. Et puis, disparition assez longue, triomphe de l'élection lors de l'avènement des gouvernements représentatifs et non pas des démocraties représentatives à l'époque des révolutions françaises et américaines. Et le tirage au sort est réintroduit pour les jurys dans les systèmes de common law comme les États-Unis, la France, l'Angleterre. Et puis, le triomphe de l'élection est là, le tirage au sort semble oublié. Dans les années 70-80, suite au mouvement, notamment de mai 68 et d'autres, qui réinventent le terme de démocratie participative et suite aux travaux universitaires sur la démocratie délibérative, va y avoir une série d'expérimentations démocratiques qui sont faites, notamment les jurys citoyens aux États-Unis ou les cellules de planification en Allemagne. Et puis il y aura une floraison d'expériences avec notamment de façon importante le sondage délibératif au début des années 90 qui est inventé par le professeur James Fishkin et qui vise à faire délibérer les gens sur des sujets. Parce que le sondage pose des questions auxquelles les gens n'ont pas réfléchi sans leur donner le temps d'y réfléchir, de discuter, de se documenter pour donner une réponse comme s'ils avaient une opinion. Ça a été la critique de Bourdieu notamment. On demande aux gens de donner une opinion comme s'ils en avaient une alors qu'en fait ils n'en ont pas. Et le sondage délibératif réunit des citoyens pendant plusieurs week-ends, les fait entendre des experts, leur donne de la documentation à lire et leur permet de délibérer entre eux pour donner un avis éclairé sur
ce que penserait le peuple dans son ensemble si on lui donnait les mêmes conditions, les bonnes conditions de temps et de qualité d'information, de délibération. Voilà. Et donc ça c'est dans les années 90, c'est expérimenté encore à l'heure actuelle, et il y a eu des dizaines et des dizaines d'expérimentations dans différents pays sur différents thèmes. Dans le même temps, il y a aussi les conférences de citoyennes, notamment sur les enjeux technologiques comme le nucléaire, les OGM, les nanotechnologies, etc. Il y en a eu plusieurs en France, mais qui n'ont pas vraiment porté de fruits importants. Et il y en a de façon plus institutionnelle au Danemark et en Belgique, et puis également en Suisse, et également au Royaume-Uni. Bon, voilà, c'est un espèce de panorama très rapide de ce qui existait avant le début du XXIe siècle au niveau de l'expérimentation démocratique, ajoutant à cela des travaux d'universitaires, certains en philosophie politique, d'autres en sociologie, et des revendications militantes qui vont grandissantes. À l'heure actuelle, il y a de plus en plus de collectifs militants et citoyens qui proposent une utilisation démocratique du tirage au sort. Bon, mais ce dont on va parler aujourd'hui, après cette introduction rapide, ce sont d'une forme particulière d'expérimentation démocratique qui s'appuie principalement donc, sur la sélection aléatoire, c'est les assemblées citoyennes. Il y a eu plusieurs cas, on va essayer d'en aborder 6 assez rapidement et sans rentrer dans des détails trop fins, mais ensuite dans les questions, si vous avez si je n'ai pas été assez précis, vous pouvez me poser des questions. Donc voilà, ça commence en 2004, suite donc aux expérimentations qu'on a déjà informées de ces expérimentations. La province de Colombie-Britannique décide de réformer son code électoral, qui est un système à l'anglaise qui s'appelle First Past the Post, ce qui veut dire, en gros, c'est une élection à un tour. Ce qui veut dire que celui qui est le candidat qui est arrivé en tête de l'unique tour qu'il y a le poste. Peu importe s'il a été élu avec 15%, il suffit que l'autre ait 13% et il passe. Donc c'est un système qui est jugé mauvais. Et donc le parti au pouvoir en Colombie-Britannique décide de réformer le code électoral, mais il est confronté à un problème. Si jamais il réforme lui-même le code tout seul, comme ça arrive en France, on va l'accuser d'être partial et d'agir dans son intérêt, de ne réformer le code que afin de gagner toutes les prochaines élections. Si à l'inverse, il donne un poids équivalent à chacun des partis, y compris les micros, on va se retrouver avec un système proportionnel extrêmement instable. Donc finalement, les voix les plus importantes en termes de suffrage ne vont pas être représentées parce qu'on va donner trop de poids aux petits. Donc le choix est fait de confier ça à des citoyens qui ne sont pas censés avoir un intérêt direct dans la lutte électorale, puisqu'ils ne sont pas candidats, ils ne sont pas membres de parti, etc. Donc on va tirer au sort 160 citoyens. C'est en plusieurs temps. En fait, on tire au sort des milliers de citoyens, on leur propose de venir à une réunion d'information, et suite à cette réunion d'information, on demande à ceux qui sont intéressés de cocher, de remplir un bulletin dans lequel ils disent qu'ils sont toujours intéressés, et on procède à un nouveau tirage au sort après écrémage. Donc on a 160 citoyens, on veille à respecter la parité homme-femme, et on veille à inclure 2 autochtones, c'est-à-dire des Native Americans, ce qu'on appelle les Indiens en France, les Amérindiens, natifs, au processus pour qu'ils soient représentés. Et on a, alors il y a différents travaux là-dessus, je vais principalement me baser aujourd'hui sur 2 ouvrages, l'un d'un de mes 2 directeurs de thèse, Yves Saint-Omer, qui est Petite histoire de l'expérimentation démocratique, tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours, et l'autre qui est un ouvrage d'un militant dont je vais parler un peu après, qui s'appelle David von Reybrouck, qui s'appelle Contre les élections. Donc voilà, pour les références, c'est principalement là, mais il y en a plein d'autres, je ne vais pas vous noyer de références. Donc, on obtient donc ce qu'on appelle un échantillon représentatif, c'est-à-dire qu'on a une bonne diversité de la population au niveau de la pyramide d'âge, au niveau des classes sociales, au niveau des occupations professionnelles, au niveau du sexe, je l'ai dit, et au niveau des circonscriptions, parce qu'ils prennent un homme et une femme de chacune des circonscriptions de la Colombie-Britannique, qui est donc un État du Canada. Ils vont délibérer pendant approximativement 1 an en auditionnant de nombreux experts, en étudiant les codes électoraux d'autres pays, pour voir ce qui existe comme possibilité de système électoral. Ils vont hésiter entre 2 systèmes qui tendent plus vers un système proportionnel qui donne plus de choix à l'électeur. Et ils vont finalement opter pour ce qu'on appelle le Single Transferable Vote, qui est un système qui est notamment utilisé en Allemagne. Bon, c'est un système assez complexe où vous pouvez faire en sorte de panacher vos choix dans une liste, dans des scrutins, afin que si jamais le candidat que vous souhaitiez voir gagner ne gagne pas, ça aille à celui que vous aimez ensuite, etc. Ça complexifie le choix du vote et c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est quelque chose de compliqué à expliquer.
D'autant plus que, étant donné que les partis étaient maintenus à l'écart de ce jeu-là, ils ne font absolument pas campagne, parce qu'ensuite c'est soumis à référendum. Le gouvernement de Colombie-Britannique s'était engagé à soumettre la composition de l'Assemblée à un référendum. Et le problème, c'est que le référendum va remporter la majorité des suffrages, il va avoir 57,9,7% des voix, mais il y avait un seuil qui avait été fixé à 60% pour que ça passe. Donc à 2% et quelques près, ça passera pas. Ça c'est donc en 2005 que le référendum a lieu. Il va être ensuite reproposé en 2009, plusieurs années plus tard, mais là l'intérêt est retombé, ce sera moins de 40% des voix. Les gens n'ont pas, il n'y a pas eu d'actualité médiatique autour de ça. Ce qui va être quelque chose d'important, gardez ça dans le coin de votre tête, c'est-à-dire que il ne suffit pas d'avoir une assemblée. Il faut ensuite pouvoir mener la campagne référendaire si référendum il y a. Et il faut qu'il y ait référendum. Ensuite, il y a deux expériences très très proches, inspirées directement de la Colombie-Britannique, qui vont avoir lieu. L'une dans l'État le plus peuplé du Canada, qui est l'Ontario. C'est à peu près le même système, il y a un peu moins de citoyens, il y a 104 citoyens tirés au sort au lieu de 160, mais c'est grosso modo la même chose. Leur composition, elle obtient moins de 40% des voix directement dès le premier vote. Et notamment parce qu'en fait, les assemblées citoyennes tirées au sort, c'est pas du tout dans l'habitude de politique spectacle classique. Il n'y a pas de grande tête d'affiche, il n'y a pas Monsieur Copé contre Monsieur Cazeneuve, etc. Il n'y a pas de grandes phrases choc, c'est pas des adresses, des questions au gouvernement, etc. C'est des gens autour de table qui discutent de façon calme, et si jamais ils sont trop véhéments, il y a un modérateur qui fait en sorte que ça se passe mieux. C'est absolument pas spectaculaire à regarder. C'est très intéressant, mais c'est pas spectaculaire. Bon. Donc l'Ontario fait également l'expérience qui se solde donc par un échec relatif, on va y revenir. Et dans le même temps, les Pays-Bas font la même chose, avec 140 citoyens tirés au sort. Et ça, c'était... Non, alors voilà. Pour retracer la jeunesse très rapidement de ça, c'est parce qu'il y a eu une coalition aux Pays-Bas qui s'est mise en place, et il y avait un parti, le D66, qui réclamait le fait que voilà, ça ce soit une des choses qui soit mise en place. Et donc quand il était dans la coalition, les autres ont dit bon bah d'accord, on va faire ça. Ça leur a quand même coûté dans les 5 millions d'euros. Et finalement, ils ne vont pas soumettre à un référendum le projet de réforme électorale que les 140 citoyens ont concocté. Alors que ça leur a coûté 5 millions d'euros, etc. Parce que le parti qui était dans la coalition est viré de la coalition, donc on n'a plus besoin de soumettre ça, de ce que le projet aille à son terme. Donc le projet est classé sans suite en 2009. Voilà, donc là on a trois exemples assez proches et directement inspirés les uns des autres, donc la Colombie-Britannique, l'Ontario et les Pays-Bas, sur la réforme électorale. Et ensuite on va avoir... à partir des années 2010, une expérience en Islande qui est un peu différente et qui est un petit peu plus complexe parce qu'elle est en plusieurs phases. L'Islande, vous le savez peut-être, est un pays qui a subi de plein fouet la crise financière et qui avait, c'est pas un très grand pays, mais c'est un pays qui avait investi massivement dans des fonds spéculatifs, notamment IceSave. Et quand ça s'est cassé la gueule, c'est le pays qui a décroché le plus de tous les pays de l'OCDE, d'un coup. Alors que bon, l'économie islandaise physique réelle n'avait pas eu de changements fondamentaux. Et suite à cela, il va y avoir des mobilisations populaires assez énormes, ce qui n'est pas le cas, il n'y avait pas eu de mobilisation énorme au Canada ou aux Pays-Bas. Là c'est vraiment un mouvement populaire. Les gens, ce qu'on appelle la révolution des casseroles, qui était notamment quelque chose qui avait été aussi en usage dans les pays d'Amérique latine, où on va autour des bâtiments officiels, des endroits où habite le président, les ministres, etc. Et on tape sur des casseroles jusqu'à ce qu'ils en aient marre, quoi. La population islandaise étant quelque chose de réduit, où il y a beaucoup d'interconnaissances, c'est beaucoup plus simple de faire une grande mobilisation que dans un pays gigantesque comme le nôtre, ou encore plus gigantesque comme le Canada dans son ensemble, etc. Et la mobilisation est assez importante, il y a notamment des images assez impressionnantes, notamment dans le documentaire La Dette, où on voit des centaines et des milliers de personnes qui entourent la maison du président, la maison personnelle du président, avec des fumigènes, des fusées de détresse, etc. et qui voilà, obtiennent finalement que le gouvernement soit viré. Il y a une nouvelle coalition social-démocrate verte qui est mise en place. Pour la première fois, ce sera une femme qui sera première ministre du pays. Donc, dans le même temps, se met en place, à l'initiative d'associations citoyennes, un tirage au sort de 1200 citoyens et qui inclut également 300 personnalités diverses et variées
pour délibérer sur ce qu'il faut, des grandes orientations pour le pays. Et qui notamment a dans la ligne de mire l'idée qu'il faut changer la constitution d'Islande, qui était une constitution qui était copiée sur les pays scandinaves. Et c'était pas un truc qu'ils avaient inventé eux-mêmes à l'époque de leur fondation. Bon. Suite à cela, le nouveau gouvernement, plutôt à gauche, va reprendre la balle au bon et va organiser lui aussi un tirage au sort de 1000, mais bon, finalement il y aura 950 citoyens qui se réunissent. Donc ça c'est 2010 pour le premier, 2011 pour le deuxième panel, mais ils ne se réunissent pas longtemps, c'est vraiment très très court. Autant les assemblées dont je vais parler avant c'était 1 an, 9 mois d'exercice, autant là les deux c'est une journée ou un week-end. C'est vraiment très, très court pour vraiment baliser les grandes orientations, les grandes thématiques importantes. Et ensuite, à peu près au même moment, c'est en novembre 2011, il y a 7 politiciens élus, etc., qui font un rapport de recommandation pour l'Assemblée citoyenne, qui va ensuite être élu d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire que les élus, les parlementaires n'avaient pas le droit de se présenter à cette élection et les partis ne faisaient pas campagne. C'était des citoyens qui se présentaient. Résultat, il y a 523 candidatures de citoyens et on en élit 25. Bon, par contre, la participation est faible. À nouveau, c'est pas des gens connus, il n'y a pas de machine comme les partis pour mobiliser, donc il y a 36% de participation. Et donc 25 citoyens sont élus, on s'assure quand même à ce que l'échantillon soit diversifié, même si avec 25 vous n'allez pas avoir un échantillon représentatif, c'est trop court, mais il y a une forme de diversité, il y a notamment une personne handicapée, il y a une bonne diversité hommes-femmes, etc. Mais après, il y a quand même aussi des gens connus, il y a des syndicalistes de premier plan, etc., il y a des intellectuels, il y a des journalistes. C'est pas des gens qui viennent du bout de la base, des exclus, etc. Cette convention va se réunir pendant très longtemps, là cette fois-ci, pendant plus d'1 an, il me semble. Et en même temps, il y aura, ce qu'il n'y avait pas eu dans les autres cas vraiment, une participation online assez intense, où les gens peuvent poster leurs propositions, regarder ce que fait l'Assemblée citoyenne en ligne, en direct, etc., et poster des propositions. Et finalement, donc, le projet aboutit, est soumis à un référendum. La population, aux 2/3, la population l'accepte. Donc le projet semble bien engagé. Et puis il y a des nouvelles élections dans l'intervalle qui voient l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement de droite qui était plus ou moins celui qui s'était fait virer dans la révolution précédente. Parce qu'il y a eu, grosso modo, pour aller très rapidement, le prix de l'immobilier avait flambé et parce que c'est quand même une crise économique importante, même si les Islandais, par 2 référendums, avaient refusé de rembourser la dette, et c'est le pays qui a, dans la crise de 2008, refusé de rembourser sa dette, et qui l'a toujours pas remboursée, et qui la remboursera pas, et qui est un pays qui a une croissance économique, même si la croissance économique, bon, c'est un concept dont on devrait se débarrasser au bout d'un moment, mais c'est un pays qui a une reprise de croissance beaucoup plus rapide que n'importe quel pays de la zone euro, et de l'UE, et ils ne sont pas d'ailleurs ni dans la zone euro, ni dans l'UE. Bon. Le gouvernement de droite promet qu'avec eux, ça va s'améliorer, il y aura des remises d'impôts, etc. Et l'immobilier, les prix de l'immobilier vont se calmer. Et une des premières choses qu'ils font quand ils arrivent au pouvoir, c'est qu'ils enterrent la mise en place du projet de constitution. Ce qui fait que cette constitution n'a jamais été mise en place. Ça va peut-être changer très prochainement parce que les prochaines élections là, qui arrivent cette année vont sans doute voir, si on en croit les sondages, l'arrivée au pouvoir du Parti Pirate, qui est un parti quand même plus impliqué dans la démocratie liquide et dans la participation citoyenne que beaucoup d'autres, qui lui a promis, s'il était élu, de mettre en application cette constitution qui a été écrite en partie par le peuple et puis votée par lui. Voilà. Avant-dernier cas, c'est la Belgique, où là, ça va être le seul cas où il n'y a aucune action gouvernementale liée. Parce que dans tous les cas, quand même, à un moment, le gouvernement soit commande dès le début, soit dans le cas de l'Islande, reprend la balle au bon et mène le projet à son terme. Dans le cas du G1000, il faut savoir que la Belgique est un pays qui a battu le record du monde de pays sans gouvernement. Ils ont eu 541 jours sans gouvernement. Bon, et dans ce contexte-là, parce que c'est des coalitions de partis, et s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils ne peuvent pas former un gouvernement. Donc, dans ce contexte, il y a eu un nombre de militants, d'intellectuels, de chercheurs, de journalistes, etc., qui ont décidé de créer une assemblée citoyenne eux-mêmes, qui ne pouvait pas être très longue parce que, à nouveau, comme dans tous les cas, ça coûte très cher. Il faut indemniser les gens, il faut leur payer le transport, il faut avoir un lieu, etc., il faut des modérateurs, il faut fournir de l'information, il faut pouvoir assurer la couverture. Donc c'est vraiment, ça ne se fait pas comme ça. Ils ont mis beaucoup de temps avant de mûrir le projet. Donc ça c'était en 2010-2011, et le 11 novembre 2011, ils ont réussi, avec plein de réunions préparatoires avant, dont je vous passe les détails les plus utiles, mais ils ont réussi à réunir
pas tout à fait 1000 citoyens, ils en avaient tiré au sort 1000 et ils avaient eu 1000 personnes qui avaient dit qu'elles viendraient, mais finalement moins de 800 dans les 700 quelque chose. Bon. De gens qui sont donc venus à Bruxelles, qui ont délibéré pendant la journée et qui ont fait à peu près ce qu'avait fait la première phase du processus islandais, à savoir discuter comment est-ce qu'on veut vivre ensemble, quels sont nos principes, quelles sont nos priorités, etc. Pour créer un agenda collectif et populaire. C'est un projet quand même assez intéressant dans le sens où là, pour le coup, c'est vraiment une initiative de la société civile. Après, à nouveau, les résultats sont en demi-teinte, comme dans les autres, dans le sens où il n'y a pas eu de modification fondamentale du système politique belge, à la différence près quand même que le thème de la démocratie participative et de la démocratie délibérative est venu sur le devant de la scène et a été repris par énormément de journalistes. C'est quand même un dispositif qui est assez connu en Belgique. Et beaucoup de partis politiques ont du coup a posteriori intégré dans leur programme la participation citoyenne, l'empowerment, et puis voilà, le fait de prendre en compte des dispositifs participatifs. Suite au G1000, il y a eu aussi un peu de temps après un G32 où 32 personnes qui avaient participé au G1000 ont été sélectionnées pour pouvoir délibérer de la suite des événements. Donc ça c'était en septembre-novembre 2012 pour affiner les propositions. Et donc, comme dans tous les cas d'assemblée précédentes, il y a eu un rapport qu'on est sorti. Et je vous incite notamment à lire tous ces rapports dont je vous parle pour voir ce que ça donne quand les citoyens ont la parole et peuvent discuter entre eux dans de bonnes conditions. Et le dernier cas, qui est celui sur lequel je travaille le plus dans le cadre de ma thèse, c'est le cas irlandais, qui lui, pour le coup, est une victoire, on va dire, une réussite, mais à nouveau en demi-teinte. C'est jamais... voilà, c'est la grande phrase des gens qui font des sciences sociales, c'est plus compliqué que ça, c'est pas très simple, Bon, bref, on va voir ça, mais parce qu'il y a eu un référendum gagné. C'est le seul cas d'assemblée constituante, enfin d'assemblée, oui, là dans ce cas-là c'est une constituante, pas une électorale, d'assemblée citoyenne tirée au sort, qui va voir sa proposition validée par référendum. Mais une de ces propositions, alors qu'ils en avaient beaucoup. Donc dans le cas irlandais, c'est également un pays qui est frappé par la crise économique violemment. Et dans les années 2010-2011, un peu comme dans le cas du G1000 et un peu comme dans la toute première phase du processus islandais, il y a un groupe de la société civile comment dire, qui décide donc de tirer au sort également, enfin de faire d'abord des réunions régionales. Ils se déplacent dans l'Irlande et ils louent un hall d'hôtel et ils contactent les médias locaux, parce que l'Irlande est un pays qui est beaucoup moins centralisé que la France, où la politique régionale est vraiment très importante. Et donc ils contactent les gens en disant voilà, venez parler de l'avenir de votre pays, venez donner votre idée, c'est ouvert à tous, on vous paye le café et les croissants, et on vient recueillir votre avis. On ne va pas vous faire une conférence, on ne va pas vous dire nous ce qu'on pense que vous devriez penser, on vient écouter ce que vous avez à dire. Notamment des universitaires de l'University College Dublin participent à ça. Suite à ça, ils tirent au sort un projet qui s'appelle l'Assemblée Pilote. Le groupe s'appelle We the Citizen, nous les citoyens, qui est une référence à la mention célèbre américaine Nous le peuple, qui avait figuré sur la Constitution de Philadelphie. Nous les citoyens. Et ce groupe fait donc à l'issue du tirage au sort d'un petit groupe, pas pour très longtemps à nouveau, parce que à nouveau ça coûte cher. Donc une initiative de la société civile ne peut pas se payer une assemblée citoyenne sur le long terme, ça doit être nécessairement sur un week-end ou une journée, ça ne peut pas être long, parce qu'on n'a pas assez de fonds. Donc un rapport sort de ça, le rapport de We the Citizen, qui est envoyé à énormément de parlementaires, et il y a du lobbying citoyen qui est fait sur les parlementaires et les élus. Et en 2012, il y a ce qu'ils ont appelé le tremblement de terre électoral irlandais, où le grand parti centre-droit tombe, et il y a une coalition centre-droit aussi, plus ou moins, centre-gauche-droit, qui vient au pouvoir, et qui avait, les deux partis qui viennent au pouvoir, avaient dans leur promesse de campagne le fait de faire une assemblée citoyenne sur la Constitution en Irlande, parce que leur Constitution est assez ancienne, et il y a un certain nombre de choses, notamment religieuses, qui figurent dans le texte fondamental, et donc on ne peut pas changer. Suite à des tractations que j'ai pas le temps ici de détailler, ce serait trop long et trop ennuyant sans doute, il y a des hésitations sur la composition de l'Assemblée. Certains veulent que ce soit que des tirés au sort, d'autres disent mais non, pourquoi, etc. C'est un fonctionnaire de l'État. Elle fait sa première réunion en janvier 2013. Et ils étaient censés avoir un an, mais ils ont largement dépassé le calendrier. Ils ont 8 articles de la Constitution à réviser.
certains sur l'âge de vote, certains sur l'âge du président, parce que pour se présenter à la présidentielle, il faut avoir un certain âge, etc. Après, c'est un régime qui est différent du régime français, je ne peux pas détailler. Notamment, ce qui a retenu l'attention, dans la constitution irlandaise était interdit le fait que deux personnes de même sexe se marient. Donc c'est un des articles qui doivent étudier, la commission se réunit assez longtemps, et finalement, ce dont on avait peur, à savoir que la collaboration entre des élus d'un côté et des citoyens de l'autre se passe pas si mal que ça. Ça avance même plutôt bien, malgré certaines oppositions fortes. L'Irlande est quand même un pays très catholique. Deux articles vont finalement, en 2015, être proposés par référendum à la population dans son ensemble, après la validation du Parlement. 2 articles seulement, alors qu'ils en avaient révisé plus. Ils en avaient 8 à réviser, et puis ils en ont fait d'autres dans le lot, parce qu'ils avaient un droit de choisir d'autres sujets en plus. Mais bon, 2 articles seront donc présentés à référendum. L'un sur le mariage equality, l'égalité au mariage, et l'autre sur l'âge du président. Et là, puisque les partis politiques n'ont pas été totalement mis de côté, ils vont faire la campagne. D'autant plus qu'en fait, ils sont tous d'accord sur le fait qu'ils sont pour légaliser le mariage homosexuel. Donc c'est pas, voilà, c'est un enjeu qui les met dans l'air du temps, etc. Donc il n'y a pas une opposition fondamentale entre les partis là-dessus, mais ils font la campagne. J'ai fait une observation d'1 mois à Dublin en mai 2015 pour voir un peu comment ça se passait, parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont voté. Il y avait vraiment des débats tout le temps, des panneaux partout, des débats à la télévision. C'était, contrairement aux campagnes, notamment au Canada et aux Pays-Bas, là, l'attention médiatique est maximale. Par contre, ce qui passe à l'as un peu dans le processus, c'est les citoyens eux-mêmes, qui ne sont pas mis en avant du tout, alors qu'ils avaient participé aux campagnes, même si elles étaient plus modestes, au Canada. Là, les citoyens sont totalement mis de côté parce que les hommes politiques prennent le devant et défendent le projet de réforme, mais défendent uniquement d'ailleurs celui sur le mariage homosexuel et pas du tout celui sur l'âge du président. Ce qui fait qu'en fait, il y a mes observations, mais il y a aussi des sondages qui le montrent, beaucoup de citoyens irlandais, le jour du référendum, en fin mai 2015, quand ils sont arrivés pour voter pour le référendum, ont découvert qu'il y avait 2 questions. Ils ne savaient pas, ils pensaient qu'il n'y en avait qu'une seule, que sur le mariage homosexuel, ils ne savaient pas du tout qu'il y avait une question sur l'âge du président. Mais la participation est massive, c'est la consultation populaire récente, je compte là-dedans les élections toutes, qui a impliqué le plus grand nombre de jeunes citoyens, et leur réponse est massive en approbation de la réforme de l'article qui interdisait le mariage homosexuel, pour légaliser le mariage homosexuel en Irlande, malgré l'aspect, bon, voilà, à nouveau très catholique du pays et très conservateur. Par contre, le truc sur l'âge du président passe pas, parce que tout simplement il n'y avait eu aucune attention là-dessus et les gens ont découvert le truc sur le coup, et donc dans le doute vous votez non quand vous n'avez jamais entendu parler de quelque chose. Avec une participation forte. Voilà, suite à ça, les autres projets d'articles de référendum qui auraient dû voir le jour assez rapidement ne vont pas être menés à leur terme, mais il est tout à fait possible que ce soit le cas dans le futur, et il y a eu des nouvelles élections en février dernier qui ont changé un peu le paysage, mais grosso modo le gouvernement affaibli reste au pouvoir. Un des engagements qui a été donné, c'est de faire une nouvelle convention constitutionnelle sur l'avortement, parce qu'à l'heure actuelle l'avortement est interdit en Irlande. République d'Irlande, tout ça c'est la République d'Irlande, c'est pas l'Irlande du Nord. Voilà, donc j'espère que le panorama rapide de ces 6 expérimentations a été clair, et voilà, je pense qu'il y a des leçons à en tirer. C'est-à-dire que ces expérimentations-là sont toutes informées et ont toutes été documentées sur les expérimentations précédentes pour justement pas faire d'erreur. Et une des leçons que le GMIL avait parce qu'il y a des contacts, il y a des universitaires qui voyagent, il y a des échanges réguliers de communication entre les différentes personnes qui créent ces expérimentations. Et une des leçons qui avait été donnée par les organisateurs du GMIL en s'inspirant de ce qui avait été fait au Canada et aux Pays-Bas aux Irlandais, c'était « soyez pas cons, ne mettez pas les politiciens à l'écart, parce que sinon votre référendum, vous l'aurez pas. Soit ce ne sera même pas présenté, soit la campagne sera tellement sabotée et tellement minimisée que ça passera pas. » Et donc le résultat irlandais nous montre peut-être que la combinaison mixte de ce dispositif qui implique en majorité les citoyens, mais aussi à minorité des élus de tous les partis, peut être un dispositif intéressant pour mobiliser les machines de campagne que sont les partis dont on a besoin ensuite pour faire campagne. Voilà. Donc si je pouvais conclure en disant quelque chose, c'est que je pense qu'il faut être attentif. Enfin, je suis à chaque fois très enthousiaste quand je fais des observations et des entretiens avec des militants
qui sont très enthousiastes sur le potentiel démocratique du tirage au sort. Mais je pense qu'il faut être très vigilant à l'existant et au réel, et à ce qui s'est déjà passé. Donc faire vraiment attention aux expérimentations précédentes pour se rendre compte de la difficulté que ça présente à plein de niveaux, au niveau matériel, mais aussi ensuite au niveau politique. Voilà, et je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions avec impatience. Merci. Merci Dimitri. Donc la conclusion, ce qu'il faut en retenir, c'est que si on souhaite un tirage au sort, institutionnaliser le tirage au sort dans un pays, il ne faut pas inventer l'eau chaude, il ne faut pas partir de zéro, il faut regarder ce qui s'est fait ailleurs, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et en l'occurrence, la conclusion, c'est qu'il ne faut pas laisser sur la touche les partis tels qu'ils existent. Il ne faut pas essayer de révolutionner le système, mais il faut plutôt composer avec pour essayer de le changer. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Alors, c'est plus compliqué que ça à nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir se méfier en fait, même si quand on doit parler vite, on n'a pas le temps, des singuliers. C'est-à-dire que le tirage au sort, et même les pluriels englobants, les partis, ça dépend quels usages et ça dépend quel parti. Concrètement, le parti de droite qui est revenu au pouvoir en Islande a juste enterré le projet. Et les partis canadiens qui n'ont pas été impliqués ont décidé de le saboter aussi en critiquant le dispositif. Donc je pense que l'exemple irlandais est intéressant dans le sens où il y a aussi un momentum, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ce qui n'était pas possible devient possible, parce que le projet est préconisé depuis 2011, et en 2012 ça devient possible parce qu'il y a un changement, un basculement électoral, et que les nouveaux partis qui arrivent au pouvoir ont besoin d'une source de légitimité plus forte. Mais d'un certain côté, il faut aussi relativiser la portée de l'expérience, parce que le problème de l'Irlande, suite à la crise de 2008, c'est pas des problèmes sociétaux principalement. L'enjeu principal, c'est est-ce qu'ils changent d'être un paradis fiscal pour les grandes sociétés comme Apple. Là, en ce moment, Apple est condamné à reverser de l'argent à l'Irlande, et l'Irlande veut voter pour redonner l'argent à Apple. Pour pas que les grandes sociétés se barrent de l'Irlande, parce que le dumping social qui fait de l'attractivité pour les grands sièges sociaux des sociétés, des grands groupes, des Amazon ou Apple, c'est la ressource numéro 1 pour l'économie, enfin, l'avantage comparatif pour parler en termes économiques de l'Irlande. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui a été critiqué par l'extrême gauche et les collectifs d'extrême gauche anti-austérité, c'est ce truc-là sur l'âge du président, sur le droit au blasphème ou sur le mariage homosexuel, c'est bien, mais il est temps de donner aux citoyens le droit de dire quelque chose sur la façon dont notre économie fonctionne. Et notamment la façon extrêmement impliquée dans les marchés financiers, de capitaux, etc., dont les trucs fonctionnent. Donc, mais en effet, s'il doit y avoir une leçon qui est tenue, c'est un appel pour les nouveaux collectifs et les gens qui sont impliqués, qui sont souvent très motivés, c'est en effet ce que tu as dit, c'est-à-dire que souvent je vois une tendance à réinventer l'eau chaude. À des gens qui viennent et qui me décrivent un projet et je leur dis ça a déjà existé, est-ce que vous savez que ça a déjà existé, est-ce que vous savez ce que ça a donné dans un autre pays? Et la plupart du temps la réponse est non. Donc voilà, c'est-à-dire que je pense vraiment que si des gens motivés et on en a besoin, on a besoin d'expérimentation citoyenne plus forte, si ils ont besoin que leurs expérimentations soient encore plus réussies et au contraire fassent pas un effet un peu comme le Canada, où on dit oui le Canada d'accord mais ça n'a pas marché, ça n'a pas été validé. Donc plutôt que de mettre des billes dans le camp de ceux qui vont pouvoir critiquer ensuite en disant que ça marche pas, qui réfléchissent bien à la question et qui se rendent compte que en effet des fois des compromis sont nécessaires, il faut penser le projet en entier. C'est comme tout en fait, c'est-à-dire que si vous voulez être ultra radicaux, vous faites rien. Si vous voulez avoir une avancée concrète, il va falloir avoir un peu de pragmatisme, comprendre qu'il va falloir faire une coalition plus large, comprendre que vous ne pourrez pas avoir exactement ce que vous avez prévu au départ, etc. Sans pour autant se compromettre, et c'est ça le truc qui est difficile, c'est-à-dire qu'il faut gérer la limite de négociation sans passer dans une compromission. Merci, nous allons passer maintenant aux questions-réponses. Alors je vous en prie, les personnes qui sont assises derrière, venez, il y a de la place. Venez vous installer plus confortablement, n'hésitez pas. Parce que paradoxalement, quand les personnes qui sont devant vous sont debout, ça ne vous incite pas à venir vous asseoir. Donc asseyez-vous, comme ça il y en a encore plus qui se rasseront.
Et donc j'ai repéré 3 demandes de prise de parole. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui, oui. Bonjour, oui, je voulais te demander, est-ce que tu peux faire est-ce que tu sais quels sont les partis, les candidats qui ont repris cette idée de tirage au sort dans leur programme, ici en France, et comment cette idée avance concrètement ici pour la politique française? Merci beaucoup. Oui, alors bon, ça c'est une chose dont je n'ai pas parlé mais qui fait partie aussi de ma recherche, c'est-à-dire le fait que, alors que c'est pas du tout le cas avant, le tirage au sort devient un objet de militantisme, ce qui n'était vraiment pas gagné au début. D'abord dans la pratique, c'est-à-dire que lors des occupations à Occupy, lors des occupations des indignés en Espagne, lors des occupations de la place Syntagma à Athènes et à la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, le tirage au sort est utilisé pour notamment sélectionner les modérateurs, ceux qui vont gérer les débats, etc. Donc il y a déjà un usage militant qui est fait en interne. Et après, il y a des associations qui, depuis des fois les années 90, des fois début des années 2000, ça dépend lesquelles, le prônent, pas seulement en France, mais également en France. En France, il y a notamment Attac qui l'avait mis dans son manifeste de création dès le début. Et c'est chiant. Bon, restons concentrés. Il y a d'autres associations, il y a eu un mouvement qui n'est pas nouveau. Voilà, faut pas croire que... Souvent aussi on croit qu'un truc émerge alors qu'en fait il est déjà en train d'émerger depuis beaucoup plus longtemps parce que d'un coup il devient plus visible. Mais il y avait eu le mouvement clérocrate français qui a présenté la candidature de François Mauric, qui est son fondateur, à plusieurs présidentielles, mais qui lui a un système qui s'appelle la clérocratie, qui est un truc un peu différent. C'est une espèce de pyramide de tirage au sort. Vous vous présentez à des élections locales, vous êtes tiré au sort pour aller au niveau départemental, puis régional, vous êtes tiré au sort pour faire partie du gouvernement, etc. En gros, vous êtes président après 15 mandats. C'est un truc un peu compliqué, mais bon, ça c'est dans les débuts des années 90, il a écrit plusieurs bouquins. Il y a Roger de Sisyphe, qui a notamment écrit la Stochocratie, qui est un livre assez rare à trouver, mais qui était une proposition un peu ironique, mais en même temps sérieuse, qui a marqué certaines personnes. Là, il y avait un journaliste suisse avec qui j'ai fait un entretien récemment qui m'a dit que lui, il l'avait découvert comme ça, début des années 90, avec ce bouquin, la Stochocratie. Il y a eu d'autres propositions, et puis donc en France, avec Attac d'un côté, et puis aussi la Fondation Science Citoyenne de Jacques Testard, qui elle s'est plutôt spécialisée sur la condition des conventions de citoyens pour les choix technologiques, comme les OGM, ou les biotechnologies, d'ailleurs qui a été invité par Jury Citoyen à présenter son nouveau livre qui est assez bien, L'humanité au pouvoir, que je vous conseille. Il y a eu aussi la proposition suite au référendum de 2005, au non français, au TCE, au traité sur la Constitution européenne de 2005, le fait qu'à partir de 2007-2008, Étienne Chouard va proposer ça pour cette fois-ci un usage qui est des fois un peu mal compris par certaines personnes, parce que c'est surtout pour sélectionner l'Assemblée constituante. Ensuite, le fait de préjuger ou pas de quelle va être la Constitution qu'en sort n'est pas aussi déterminé. Et donc dans la traînée de ça, il y a des associations qui sont fondées. Il y a eu notamment Démocratie Réelle qui a présenté des candidats tirés au sort aux élections, ce qui ensuite, pour cette année, est présenté par un parti qui s'appelle un anti-parti, on va dire plutôt, qui s'appelle Ma Voix, qui a à peu près la même idée que Démocratie Réelle, mais qui arrive à être plus connecté et plus médiatisé. Il y a eu aussi l'association d'éducation populaire, les citoyens constituants, qui prône l'utilisation de tirage au sort pour sélectionner des constituants et organise des ateliers constituants pour impliquer les gens, leur montrer à quoi ça ressemblerait, leur montrer qu'ils sont capables en fait d'écrire leur constitution entre eux. Il y a eu aussi d'autres mouvements ailleurs en ce moment. Il y avait une association forte qui s'appelle l'ALDA en Islande, il y a des associations au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc., qui prônent ça. Le G1000, c'était donc en Belgique, et c'était quelque chose d'assez important, qui a fait des petits ensuite. Il y a eu notamment des communes qui ont décidé, enfin une en particulier, qui a essayé d'utiliser un G100, donc ils ont pour un enjeu local, mais de donner la parole à 100 de leurs citoyens. Un de mes derniers cas d'études récents, c'est c'est la Suisse, où il y a un groupe qui s'appelle Génération Nomination, qui propose de tirer au sort une des deux chambres de la Suisse, la chambre basse, et il propose ça par référendum. Bon,
Et il y a également un cas, il y a eu des cas en Grèce, dans les partis notamment le PASOK, avant qu'ils disparaissent. Et il y a eu des cas au Mexique, notamment le parti Morena a tiré au sort une partie de ses candidats. C'était assez impressionnant l'année dernière. En France, pour centrer sur la France et sur les partis, ça a été utilisé par les Verts 2010-2011, notamment à Metz, où ils ont tiré au sort leurs candidats, un homme et une femme dans des chapeaux et leur circonscription. Et ils ont réitéré ensuite l'expérience plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils soient plus ou moins poussés du parti par le pied et puis qu'ils partent. Concrètement, cette année, il y a là récemment, j'ai découvert, Arnaud Montebourg qui propose de tirer au sort le Sénat. Ce qui est une proposition qui avait déjà été formulée par Attac et Jacques Testard en 2006-2008, il me semble, et Jean-Claude Bauduret, et qui est portée également par un groupe citoyen qui s'est créé cette année qui s'appelle le Sénat citoyen. De tirer au sort le Sénat parce que là, de toute façon il n'est pas élu au suffrage universel direct, etc. Et il y a également, je vous signale ça aussi au passage, les travaux de la Fondation Nicolas Hulot sur le fait de tirer au sort une chambre de citoyens qui s'occuperait du long terme. Parce que ça c'est vrai. Et ça, je pense que c'est vraiment un des appuis très intéressants, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, dans le rythme électoral court de 4 ou 5 ans, vous n'avez pas le temps de dire ok, d'accord, il y a encore plein de problèmes, mais au moins le réchauffement climatique, on l'a adressé. Voilà. Et du coup, Dominique Bourg dit, et avec lui plein d'autres auteurs, il y a un bon bouquin collectif qui est paru avec Loïc Blondiot, qui était intervenu également à Jury Citoyen, Yves Saint-Omer, Bastien François et d'autres, où il propose un système avec une chambre de citoyens dont le seul travail serait de s'occuper du long terme, des générations futures qui ne sont pas représentées parce qu'elles ne sont pas là et parce qu'elles ne peuvent pas élire de représentants. Et ça avait été proposé, ce bouquin est sorti en 2011, ça avait été plus ou moins proposé dans la campagne de 2012 lors du lobbying citoyen que Nicolas Hulot avait fait, et puis évidemment c'était ensuite passé à l'as. Voilà. Plus près de nous, j'ai vu il y a une France là et puis il y avait un monsieur là aussi. Je te demanderai d'être plus court dans tes réponses parce que là on en est au moment des questions-réponses. Mais plus près de nous, un exemple qui nous touche directement, c'est la mairie de Paris. Il faut qu'on fasse venir d'ailleurs quelqu'un pour nous parler plus précisément de cette expérience. J'ai découvert ça récemment. Il y a eu un consensus citoyen, donc des citoyens tirés au sort apparemment, qui auraient été consultés pour savoir ce qu'on faisait du réseau d'eau non potable à Paris. Parce qu'il existe un réseau d'eau potable et un réseau d'eau non potable dont on se sert pour la voirie, pour arroser les parcs. Et ce réseau d'eau non potable datait du Second Empire, il était vétuste, c'était très cher à restaurer et la mairie de Paris avait le projet de le supprimer. Et il y a un consensus citoyen qui a été constitué pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Et finalement, les citoyens ont dit on le garde. Et c'est ce qui est passé dans les actes. Donc si ça s'avère vrai, on va se renseigner, on va organiser une conférence pour que cette expérience nous soit restituée. Donc tenez-vous au courant de nos activités. Monsieur, je vous en prie, venez. Donc moi, ce qui m'ennuie un peu dans tes propos, là, enfin j'ai pas bien compris, c'est que tu parles d'expérience ou de tirage au sort dans des cadres qui ne sont pas démocratiques, puisque tous les régimes comme la France, le Canada, l'Irlande, etc., c'est des régimes représentatifs qui représentent les multinationales et les banques. Voilà, donc ça m'ennuie un peu. Pareil, ce qui aurait été bien de dire, c'est pourquoi on fait un tirage au sort. La philosophie, les philosophes jusqu'au XVIIIe disent qu'en fait une démocratie c'est le tirage au sort, et quand on parle d'élection c'est des régimes aristocratiques, voilà, représentatifs et autres. On a d'ailleurs des gens comme au départ de notre constitution française, un monsieur qui s'appelle la BCIS, qui est un des pères constituants, qui disait que il ne voulait pas d'une démocratie, au moins chez lui c'était clair, qu'on était pas dans une démocratie, qu'un régime représentatif c'était c'était que pour une petite minorité, d'ailleurs c'était un suffrage censitaire à l'époque. Donc voilà les petites remarques que je fais, voilà aussi pour dire aussi que en France on n'est pas en démocratie. Donc si c'est juste des petits semblants d'expérience de tirage au sort pour faire croire qu'on est en démocratie, juste pour changer deux articles d'une constitution alors que tout le reste de la constitution est antidémocratique. On a en France par exemple l'article 27 qui nous dit que tout un mandat impératif est nul. Ouais, je vais essayer de faire vite, mais bon voilà. Donc la vraie démocratie c'est mandat impératif révocable, c'est-à-dire qu'une personne elle est mandatée par le peuple pour faire un programme
qui est pour le peuple, quoi. C'est pas un programme pour elle-même et qu'elle doit respecter ça. Et donc un mandat impératif, révocable, non renouvelable et rotatif, quoi. Alors pour moi ça c'est ça la vraie démocratie. Et juste pour terminer, je m'excuse, je suis un peu obligé d'être un peu long. Si on fait un tirage au sort, c'est justement pour impliquer déjà les citoyens. Parce que les citoyens, le problème c'est qu'ils ne sont pas impliqués, aujourd'hui c'est des simples consommateurs alors qu'ils devraient être impliqués dans la politique. C'est justement pour impliquer des citoyens lambda dans la politique, que tout le monde fasse de la politique, et que ce ne soit pas justement avec l'élection des gens qui se proposent et qui sont intéressés. Justement, c'est ça le problème. C'est ce qu'explique bien Bernard Manin dans son livre, voilà, le régime représentatif. Principe représentatif, merci. Voilà, donc voilà des petites remarques sur lesquelles j'aurais que tu rebondisses. Merci. Excusez-moi pour la longueur. Oui, bon, je suis 1, 2, ça va. Je suis plus ou moins d'accord avec ce qui a été dit, avec quelques nuances, mais ça, en fait, si la genèse de nos gouvernements représentatifs, etc., j'en ai pas parlé, c'est parce que ça avait été l'objet de la conférence d'avril, et j'allais pas refaire exactement la même. Et ce qui m'avait été demandé lors des 2 conférences que j'avais fait en avril, ça avait été de parler plus précisément de ce qui existe, non pas historiquement dans le passé lointain des révolutions ou d'Athènes, mais plus près de nous. Après, je peux tout à fait concevoir, et c'est ce que j'ai souligné à plusieurs reprises, l'aspect limité des expérimentations que j'ai présentées. Il n'empêche que, c'est pour ça que j'ai précisé au début aussi que je faisais de la sociologie politique et pas de la philosophie, c'est parce que, et je ne dénigre pas la philosophie, c'est très important, et je lis beaucoup de philosophes, etc. Mais l'objection numéro 1 qui est faite quand on parle d'expérimentation démocratique, c'est mais est-ce que ça pourrait marcher, et si on le fait, nanana. Et du coup, la réponse la plus simple, c'est de dire, on l'a déjà fait. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on l'a fait? Et avec toutes les limites que ça apporte, avec le fait qu'il y ait des référendums qui n'aient pas été validés, avec le fait que dans le cas islandais, la constitution qui a été réécrite intégralement. Pour le cas islandais, la constitution a été réécrite intégralement, et pas juste révisée. Mais n'ait pas été finalement mise en application suite au changement gouvernemental. Le fait que dans le cas en Irlande, les questions économiques fondamentales n'aient pas été un des enjeux qu'on donnait. Il y a plein de limites. Mais déjà, l'intérêt énorme de ces expérimentations, c'est qu'on sait que si jamais on prend un échantillon de citoyens, qu'on leur donne de l'information, qu'on leur fait écouter des experts qui sont contradictoires, qui ne sont pas d'accord entre eux et qui vont argumenter devant eux, on leur donne la possibilité, dans de bonnes conditions matérielles et d'information, de délibérer entre eux, ce qui en sort est très intéressant. C'est pas du tout n'importe quoi, c'est pas du tout arbitraire, c'est pas du tout débile. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis régulièrement à ceux qui pensent que ça reste débile malgré tout. Si vous pensez que les citoyens sont suffisamment stupides pour ne pas pouvoir délibérer dans de bonnes conditions avec de l'information, etc. pendant longtemps, supprimez le suffrage universel. Soyez cohérents et dites-vous que c'est complètement stupide de donner à ces gens-là le pouvoir de choisir la personne qui tient l'arme nucléaire ensuite. Mais il faut avoir de la cohérence. Bonjour, merci. Christophe, il y a quelques temps, je me suis renseigné sur les groupements politiques, qui ne sont pas des partis politiques, mais les groupements politiques peuvent siéger, en tout cas avoir des fonds. Est-ce que le groupement politique ne pourrait pas être une astuce en France pour commencer à avoir des fonds et enfin pouvoir financer ces mouvements de tirage au sort? Comme tu disais, ils ont besoin de fonds, c'est pas facile à regrouper. Et donc, je dirais là, c'est la façon d'utiliser le système pour commencer à le hacker, quoi. Donc la notion de groupement politique, est-ce que ça peut être une piste? Merci à cette intervention et à toutes les autres d'ailleurs pour les remarques. Je ne suis pas spécialiste des partis et des groupements. Il me semble que si vous voulez avoir des fonds et être subventionné en France, il faut un statut de parti qui nécessite qu'il y a certaines règles juridiques à remplir. C'est sous loi de 1901, mais ensuite il faut avoir dans l'objet des trucs en plus, etc. Et de toute façon, pour être remboursé d'une campagne, il faut avoir fait un score, je crois que c'est 2%, pour être subventionné. Vous n'avez pas de fonds à l'avance. D'ailleurs, l'UMP, et il faut avoir des comptes de campagne aux normes, etc. D'ailleurs, l'UMP, dans la dernière campagne de 2012, n'avait pas eu les trucs aux normes, et du coup a organisé le Sarcoton, là, le Téléthon pour l'UMP, c'était l'UMP à l'époque, pour que les gens donnent de l'argent pour qu'ils puissent rembourser leur campagne. Ça a marché d'ailleurs, les gens ont donné de l'argent. C'est compliqué. Dans le cas du G1000, la récolte des fonds a été longue.
et ils ont fait en sorte d'avoir des fondations différentes, des fondations pour la participation. Il y a la fondation des générations futures, la fondation du roi Baudouin, qui sont des dispositifs qui aident, qui font du mécénat et qui aident les initiatives citoyennes. Dans le cas irlandais, c'est un peu pareil. La première assemblée We the Citizen, ça a été subventionné par une fondation qui a été laissée à la mort d'un millionnaire ou milliardaire américain qui avait laissé de l'argent et qui avait dit les projets qui impliquent les citoyens dans la démocratie et dans la politique, on va les subventionner. Donc il y a cette question-là, et puis il y a de plus en plus le crowdfunding, le fait que les gens payent pour des albums de musique ou pour des films, pour qu'ils les voient ensuite, ou pour des partis politiques, pour des mouvements politiques. Mais en effet, il y avait un groupe militant à Nuit debout il y a quelques temps qui est venu me voir et qui a dit qu'il faudrait qu'on fasse ça. Et je leur ai dit, d'abord, il va falloir 1 million ou 2, quoi. Vous les avez ou pas? C'est stupide, mais il faut, si jamais vous ne faites pas en sorte de prendre en charge le transport, l'hébergement des gens et la salle, etc., il n'y a que les riches qui viennent. Et vous avez une logique qui est à nouveau logique pour les citoyens les plus privilégiés. Alors qu'un des intérêts du tirage au sort, c'est d'avoir les exclus, c'est d'avoir les marginalisés, et ça c'est vraiment ceux qui n'ont jamais la parole. Et il y avait un monsieur qui avait demandé la parole, il est parti. Vous avez sa question? Alors, le monsieur qui est parti voulait demander, en ce qui concerne le G1000, comment ça se passe concrètement quand 7 à 800 personnes, c'est ça que tu as dit, doivent discuter pendant une seule journée, enfin, comment ils s'organisent, voilà. Alors, en fait, à chaque fois, c'est plus ou moins le même dispositif physique, c'est des petites tables. Vous avez les photos en ligne pour les assemblées, etc. D'Islande notamment, du G1000, c'est des petites tables. Alors pour le G1000, ils avaient une difficulté supplémentaire, c'est qu'il fallait qu'ils fassent des tables unilingues, parce qu'ils en parlent plusieurs, et des tables bilingues, ils avaient des traducteurs, mais ces tables-là, évidemment, elles vont avancer moins vite que les autres, parce qu'il fallait que les traducteurs puissent dire en néerlandais ou en français comment ça se passait. Donc vous avez en fait des sous-groupes qui discutent entre eux, des grandes thématiques qui sont données globalement, et qui ensuite envoient un de leurs membres présenter le truc qui a été rédigé par la table, la présenter à l'Assemblée, ensuite l'Assemblée a des cartons et vote. Il y a des compteurs qui voient combien de voix ça fait, qui jaugent, voilà. Mais c'est sûr qu'en fait, le tirage au sort, finalement, un des intérêts qu'il a, c'est que permet de concilier un peu ce que Yves Saint-Omer évoque dans plusieurs articles, qui est la tension entre la dynamique de participation et la dynamique de délibération. En gros, il y a une espèce de tension qui est l'idée de la participation, c'est que plus de monde puisse participer. L'idéal serait l'intégralité de la population d'un espace géographique donné. Le problème de la délibération de qualité, c'est que plus on est nombreux, plus c'est compliqué. Comment est-ce qu'on gérer un tour de parole à 1000, c'est pas gérer un tour de parole à 100, et à Nuit debout, on le voit, qu'il faut des temps de parole, il faut pouvoir s'écouter les uns les autres, etc. Donc ces dispositifs délibératifs-là, qui notamment utilisent des modérateurs, c'est-à-dire qu'à chaque table, il y a une personne qui s'assure qu'il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas d'argument d'autorité, que la parole circule bien, etc. C'est une façon d'avoir énormément de gens, et notamment, et c'est ça qui est intéressant, un échantillon représentatif de la population, donc une bonne diversité, des gens qu'on n'a pas dans les parlements, parce que les parlements ne sont pas représentatifs sociologiquement de la population, qui peuvent se discuter entre eux dans de bonnes conditions, et notamment de façon intéressante, entendre des avis contradictoires. Des avis qu'ils n'entendent jamais, parce que dans leurs cercles sociaux à eux, il n'y en a pas de ces avis-là. Ils n'ont jamais entendu cet argumentaire, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est de vivre à cet endroit-là, ou d'avoir vécu ça. Et donc par le partage d'expérience, il y a notamment des travaux, notamment d'Hélène Landemort, sur l'intelligence collective par la diversité des échantillons qui délibèrent. Alors qu'à l'inverse, dans des logiques de parlement, vous êtes du parti vert, moi je suis du parti rouge, vous êtes du parti bleu, on va pas être d'accord. On peut essayer de s'écouter, mais de toute façon, moi je suis là pour montrer à mon parti, à mon électorat que je suis le plus fort et que vous êtes trop nuls. La logique d'arriver à un consensus, justement, n'est pas du tout là. Effectivement, des tirages au sort, des jurys citoyens qui sont comment dire, infiltrés, hein, le mot est positif dans ma bouche, mais infiltrés dans l'appareil politique, ça casse les alliances des partis entre eux, et ça obligatoirement, ça va complètement modifier le paysage politique, parce que les alliances ne tiennent plus si ce sont des citoyens comme vous et moi qui prennent des décisions de bon sens sans aucune alliance politique possible. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, je voulais revenir sur la question des mandats et des durées des mandats dans le projet, parce que les idées de participation, ce n'est pas qu'en amont et qu'en aval. Par exemple, on a dit plein de choses ces derniers temps depuis que je suis ici, depuis le début, sur des commissions des constituantes.
notamment de proposer les durées des mandats. C'est un élément déterminant dans la suite et dans la logique intellectuelle d'un homme ou d'une femme qui propose de représenter et de se représenter. Je pense que c'est vraiment déterminant, comme de poser à un moment donné, de finir de poser le travail, de poser des questions essentielles pour aller plus loin. Aujourd'hui, on débat depuis maintenant 3 mois sur cette place, même plus, et on voit bien qu'il y a une attente de résultats, de conception de résultats, de réalisation de ces travaux. Il y a d'une part, il faut bien se déterminer sur la durée d'un mandat, il faut faire des propositions, les mettre en vote, 10, 15 ans. On pose la question sur le Sénat, si ça doit être supprimé ou pas, la poser, sinon combien d'élus. Je sais que dernièrement, on a même pendant la crise rajouté 5 sénateurs supplémentaires, alors qu'un sénateur coûte à l'État non pas son salaire, mais 70 000 € à l'État par mois, ce qui est énorme. Souvent, d'autres vous diront que c'est une goutte d'eau, mais donner aux entreprises, une petite PME de 2-3 employés, la possibilité d'avoir 70 000 € par mois pour se lancer. Donc bref, tout ça c'est à définir et à s'éclaircir. Et alors à ce moment-là, on ne se poserait peut-être même pas la question si Sciences Po ou l'ENA doit exister, puisque la durée des mandats étant fixée, on aurait peut-être moins d'opportunistes et plus de gens disponibles à créer une nouvelle constitution. Oui, alors, rapidement, comment dire, en règle générale, je finis les interventions que je fais par un appel à l'ouverture de l'imaginaire démocratique. Un des intérêts du tirage au sort, mais pas que de ça, des budgets participatifs, des référendums, de la participation par Internet, etc., c'est de montrer que nous ne sommes pas condamnés à n'avoir que le choix entre des candidats présélectionnés parmi ceux qui peuvent gagner tous les 5 ans dans un isoloir. Et que ce serait ça. Enfin, il y a un panneau, il y a une manifestante qui avait un panneau à une manif qui circule sur Internet qui est faire l'amour une fois tous les 5 ans, c'est pas avoir une vie sexuelle. Voter pour un homme qui ne tiendra pas ses promesses de toute façon parce que n'est pas, en effet, la Constitution le permet de pas les garder. C'est pas avoir une vie politique saine, c'est pas être en démocratie. Il y a plein de façons de participer, il faut le faire de plusieurs façons. Après, moi je suis vraiment pas pour un truc, je pense que ce serait néfaste d'avoir un truc clé en main. Où c'est tant de trucs, tant d'années, tant de façons, etc. Il y a plein de propositions, elles existent déjà, donc c'est assez intéressant finalement de vous dire, vous et moi, si je devais imaginer le système politique du futur, qu'est-ce que je voudrais comme mandat, qu'est-ce que je voudrais comme durée, etc. Donc voilà, après sur l'absence de résultats de Nuit debout, c'est compliqué parce que, vous voyez, c'était vraiment l'intervention que j'avais faite en avril, il y a 3 modèles. Qu'on a dans l'histoire, à nouveau pas abstrait, mais il y a les indignés qui se sont... Enfin, il y a Occupy d'abord, qui ne s'est pas institutionnalisé et finalement n'a rien laissé derrière lui, à part les expériences des gens, et c'est déjà super important, les expériences des gens entre eux, d'avoir eu ce moment d'échange, ce moment de réflexion, et d'avoir montré au monde que oui, les citoyens peuvent se réunir pour dire on est les 99% et ils ne nous représentent pas, et le système bancaire marche n'importe comment, ce qui est déjà excessivement important, mais qui ensuite n'a pas laissé une institution derrière lui. Ensuite, il y a le cas des indignés en Espagne, qui lui a créé un parti plus ou moins, enfin c'est plus compliqué que ça mais j'ai pas le temps d'entrer, qui est un parti en voie de normalisation quand même assez rapide, qui est Podemos, mais qui risque de finir comme n'importe quel parti assez rapidement, et de rien changer du tout. Et enfin, il y a le cas islandais où il y a une transformation de l'essai avec un texte qui reste, qui est la Constitution, mais parce que dans le même temps, il y a un momentum avec un remplacement des partis par d'autres qui, eux, sont d'accord pour, en cette moment de crise, donner plus de parole. Mais c'est plus compliqué à créer comme moment. Donc, et c'est finalement ce qu'on dit aussi sur les mouvements des années 60-70. Il y a d'ailleurs un livre qui est sorti sur ces mouvements de regroupement où des gens délibéraient déjà dans les années 60 entre eux en petits cercles comme ça sur des places, qui s'appelle La liberté est un éternel rassemblement. Freedom is an endless meeting. Et je pense que c'est un peu impatient, et je comprends l'impatience, mais de vouloir qu'une insurrection, une mobilisation produise un effet tout de suite. Finalement, quand vous regardez, il y a beaucoup de révolutions qui produisent des effets très longtemps après. Après la Révolution française, qui a tous les défauts qu'on sait, il y a l'Empire, il y a la Restauration, et après la Commune, il y a un massacre. C'est pas, voilà, c'est toujours plus long, c'est toujours plus compliqué, il faut être patient et garder espoir.
remercie, Dimitri, cette conférence brillante. Et nous allons conclure. Pour conclure, je vais laisser la parole à Antoine qui va vous présenter notre commission avant l'intervention suivante, puisqu'il y a encore une conférence qui va suivre après celle-ci. Mais la conférence avec Dimitri sur les assemblées citoyennes tirées au sort était organisée par la commission Jury Citoyen de Nuit debout. Et je te laisse présenter la commission. Je vais aller très vite parce que c'est vrai qu'on a pris un peu de retard. Donc 17h, vous restez. Hein, il y a ma base sur l'information avec Laurent Mauduit. Donc juste pour dire ce qu'on fait à Jury Citoyen et aussi à Constitution. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette conférence dépasse notre cadre Jury Citoyen. Jury Citoyen, c'est des mini-assemblées tirées au sort de 10-15 personnes qui font la décision sur la base d'une expertise et d'une formation longue. Donc un jury citoyen, ça peut durer 3 week-ends de 2 jours, ça peut durer 6 mois. Jacques Testard, si vous regardez son site, il propose les conférences de citoyens sur tous les sujets de société. Nous, jurys citoyens, on propose de faire des jurys citoyens tirés au sort de 10-15 personnes sur tous les sujets de société, sur toutes les lois, sur toutes les décisions budgétaires. À partir de ce moment-là où c'est mis en place, donc il est évident qu'on n'est pas dans une démocratie vraie, donc nous on veut aller vers la démocratie directe, démocratie représentative, on voit bien que ça nous amène nulle part, voilà. Donc on est pour la diffusion de cet outil qui existe dans la démocratie participative. Démocratie participative, on n'aime pas ce mot parce que comme disait, je ne sais plus ton prénom, c'est un truc, on met ça un petit peu comme ça et en fait c'est pour faire beau et c'est du green démocratie, comment ça s'appelle ça, la démocratie washing, quoi, comme le green washing. Donc il faut imposer des outils type assemblée tirée au sort, grosse ou petite, aux politiques, de façon à ce que le politique ne soit plus tout seul à faire la décision et que ce soit les citoyens qui fassent la décision. Donc voilà le contexte. Je vous invite à voir notre site jurycitoyen.org, à venir nous voir. Nous cherchons des membres aussi pour continuer Nuit debout. On a eu beaucoup de gens sur les 3 premiers mois, j'espère qu'on en aura d'autres pour faire des jurys citoyens. On va faire un jury citoyen sur le revenu de base le 25. Donc venez nous aider à organiser ce jury citoyen, il y en aura d'autres. Voilà. Donc je finis sur jury citoyen. Je dis juste un mot sur la constituante de Nuit debout. Je vous appelle aussi à revenir dans la commission Constitution Nuit debout, à vous remettre en collectif, parce que Jury Citoyen n'est pas la commission qui avait l'initiative de la constituante citoyenne, d'accord? Donc il y a une commission qui a travaillé pendant 3 mois et qui a fait l'étude de toutes les assemblées tirées au sort. Donc si vous allez sur le wiki, vous trouverez toutes les analyses du G1000, de l'Islande, etc., etc. Bon, on pourra en reparler parce que moi ça m'intéresse de savoir quelle est la meilleure. Donc on va reparler avec Dimitri pour qu'il nous fasse la meilleure constitution. Le problème qu'on a à Nuit debout et à nous et à vous les citoyens, c'est comment on va se constituer en force politique citoyenne. Aujourd'hui on n'y est pas, hein. Nuit debout, c'est le début. Et c'est à vous, les citoyens, de vous remettre dans des collectifs, soit avec nous, Nuit debout, soit avec d'autres, pour faire cette constitution citoyenne. Je pense qu'on peut la faire, cette constitution citoyenne. On a les experts, on a Dimitri, on a les gens, on n'a pas les moyens, on n'a pas les sous. Hein, ça, on n'a pas 1 million d'euros, ni même 1000 euros. Hein, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème. On a les volontés et on a des problèmes organisationnels pour se remettre tous ensemble et créer des groupes de travail, etc. et d'avoir des bonnes volontés. Donc revenez à Nuit debout dans les commissions, par internet, par nous qui sommes là, pour reconstituer des collectifs, pour faire des assemblées constituantes citoyennes et pour imposer les jurys citoyens et la démocratie directe. Voilà, merci. Merci à vous. Je laisse maintenant la parole à Sophie et à son invité, Laurent Mauduit, sur le thème de son dernier livre, Ma base sur l'information. Sophie et Laurent, la parole est à vous.